Ensuite, hygiène de la grossesse. Donc, tout ça, ça va être toutes les pathologies qu'on va avoir par rapport à la grossesse. Donc, par exemple, FCS, donc fausse couche spontanée. On va avoir aussi les grossesses extra-utérines. Donc, la grossesse extra-utérine, on a vu ce que c'était dans les vidéos qu'on a faites sur l'embryon. Et bon, l'hématome rétroplacentaire, bon, ça on le verra plus tard. Donc, pour que la femme enceinte ait une bonne hygiène, il faut qu'elle ait une alimentation équilibrée et diversifiée et une bonne activité physique. Il faut donc surtout pas que la femme enceinte soit sédentaire, reste chez elle. Au contraire, il faut qu'elle bouge, mais pas trop. Donc qu'elle continue ses activités de tous les jours. Ensuite, on va faire un dépistage des situations à risque de carence d'apport. Donc par exemple, si le niveau social économique de la femme enceinte ne permet pas de se nourrir correctement ou alors d'avoir une bonne hygiène de vie, là on va pouvoir donc mettre en place des aides pour elle. On va aussi pouvoir voir si elle a des addictions, donc on va voir plus tard qu'il va avoir des addictions au tabac, à d'autres substances ou encore à l'alcool. Ok. Donc tout ça, ça va être bien avant la grossesse. Ensuite, l'hygiène alimentaire donc, va être super importante. Donc comme on l'a dit, elle doit être sain, diversifiée et équilibrée. Donc bon, juste là, régime alimentaire, ça ne veut pas dire un régime, c'est tout l'inverse en fait. C'est juste l'alimentation doit être saine. Donc l'apport énergétique doit être donc de 2000 kcal par jour. Donc bon, ok, ça va. Donc 3 repas plus une ou deux collations. Un régime normo-sodé, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un apport de sodium normal, donc pas trop de sel, mais il en faut quand même un peu. Et riche en produits laitiers et légumes frais. Donc la prise de poids normale, on a vu tout à l'heure, doit être entre 9 et 12 kg. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'elle ne doit pas trop grignoter. Donc elle doit avoir une ou deux collations maximum par jour, donc pas trop grignoter. Elle ne doit pas sauter des repas, comme on l'a vu là, elle doit avoir 3 repas. Et elle ne doit pas manger pour deux. Donc c'est pas parce qu'elle a un enfant que la femme enceinte doit manger pour elle et son enfant. Si elle mange pour elle, ça va suffire largement pour pouvoir nourrir son enfant. Ensuite, il faut limiter les excitants, donc comme le thé et le café, donc pas plus de 3 tasses par jour. Il faut éviter le fromage au lait cru et la charcuterie artisanale, mais elle a le droit quand même aux produits laitiers, mais pas au lait cru. Et ensuite, l'apport hydrique doit être de 1,5 litre par jour. Donc là, c'est aussi pareil, une personne normale doit boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc là aussi, on voit bien que la femme enceinte n'a pas besoin de boire pour deux. Donc besoin nutritionnel, donc elle va avoir besoin des suppléments de vitamines et de sels minéraux dans certains cas. Donc par exemple pour le faire, elle doit être à 20 mg par jour. Donc là on a le nom des médicaments que la femme enceinte peut prendre si elle n'atteint pas ce taux-là. Les femmes qui prennent le fer, c'est en général les femmes qui ont des grossesses multiples, donc qui ont des jumeaux ou des triplés ou plus. Ensuite, folate, donc là elle doit être à 0,4 mg par jour. Donc là encore, c'est les vitamines, les médicaments qu'elle peut prendre si elle a un manque de folate. Et donc le manque de folate est responsable de la malformation du tube neural. Donc le tube neural, on a vu aussi ce que c'était quand on a fait les vidéos sur l'évolution de l'embryon. Et enfin, la vitamine D va être aussi très importante, donc elle va prévenir de l'hypercalcémie néonatale. Donc par rapport aux médicaments, donc de nombreux médicaments sont contre-indiqués lors de la grossesse car certains présentent un risque tératogénèse, phytotoxique ou donc effets néonataux. Donc tératogénèse, ça porte bien son nom parce que ça va être donc une malformation de l'enfant. Donc en fait, les médicaments vont être super dangereux, enfin certains médicaments pour la grossesse de la femme enceinte. Donc la femme enceinte doit demander l'avis de son médecin avant de prendre son médicament. Elle ne doit pas elle-même prendre des médicaments tout seul parce qu'il ne faut pas d'automédicamentation. Parce que par exemple, un simple Doliprane qu'elle a pris toute sa vie, par exemple, là peut-être qu'elle ne pourra pas le prendre dans le cas de sa grossesse. Donc on va avoir plusieurs cas qui vont être néfastes pour la grossesse. Donc par exemple là on va avoir le tabac, ensuite on verra l'alcool, ensuite on verra les stupéfiants, ensuite les excitants, thé ou café. Ok. Donc, donc le tabac, ça va être un risque en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour. Donc ça c'est super important, ça tombe souvent en QCM. Donc il va y avoir un lien de causalité statistiquement significative entre le tabagisme maternel pendant la grossesse et la diminution de la fertilité masculine et féminine. Donc on va avoir aussi une grossesse extra-utérine qui va être 2 fois plus importante et un avortement spontané.
qui va être 3 fois plus importante. Donc le tabac va être peu ou pas du tout tératogène, mais par contre l'enfant risque d'être atteint donc, de fente labiale ou alors de craniosténose, c'est-à-dire la fermeture prématurée de sutures donc, entre les os du crâne. Donc là on voit bien ce que c'est une fente labiale, donc que l'enfant peut avoir si la femme fume lorsqu'elle est enceinte. Donc on va avoir une fente unilatérale, donc incomplète, la fente unilatérale complète, et là une fente bilatérale complète. Et là, pareil, pour la craniosténose, on va avoir donc différentes formations du crâne. Donc pareil, si la femme fume, l'enfant peut être atteint de cette pathologie. On peut avoir aussi des anomalies placentaires, comme par exemple l'hématome rétroplacentaire. On peut avoir aussi des prématurés, des retards de croissance intra-utérine, des hypoxies chroniques. Donc le tabac, c'est aussi une cause de mortalité subite pour le nourrisson et il va être responsable des infections respiratoires, notamment l'asthme dans l'enfance. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était les pathologies qui vont être liées au tabac. Donc, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc, l'arrêt du tabac va être immédiatement bénéfique pour l'enfant à naître et sa mère. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour arrêter. Si la femme enceinte, par exemple, elle a fumé pendant les 4 premiers mois de la grossesse, si elle arrête, il va avoir donc que des effets positifs par la suite. Donc, il n'est jamais trop tard. Et donc, le plus tôt possible pendant la grossesse, c'est le mieux. Donc le tabagisme de compagnon est également nocif, c'est-à-dire que si l'homme fume mais la femme ne fume pas, on va avoir le tabagisme passif, donc ça va être aussi un grand problème. Donc l'arrêt du tabac avec un tabacologue, c'est-à-dire que lorsque la femme enceinte veut arrêter donc, de fumer pour sa grossesse, elle peut aller voir plusieurs spécialistes, donc les tabacologues, des psychologues ou encore elle peut avoir recours à des substituts nicotiniques grâce aux pharmaciens. Donc le tabacologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'anamnèse du patient, c'est-à-dire l'histoire du patient et comment il est venu à fumer. Il va aussi mesurer le CO2, donc lorsque le patient va expirer, qui va donner une valeur du niveau d'intoxication du tabac. Il va évaluer la dépendance au tabac et ensuite, après l'accouchement, il va accompagner en postpartum la femme enceinte pour éviter qu'elle rechute. Ensuite, la femme enceinte peut aussi être prise en charge par la psychologue pour qu'elle la motive donc à arrêter de fumer et qu'elle valorise son aptitude à être mère et la déculpabiliser. Donc, pareil, si elle a fumé pendant un mois avant la grossesse, pardon, un mois pendant la grossesse, la psychologue peut lui dire que c'est pas grave, qu'il est encore temps d'arrêter de fumer et mettre la femme enceinte à l'aise pour que son sevrage soit fait dans de bonnes conditions. L'allaitement maternel est conseillé même chez les femmes fumeuses ou sous traitement de substituts nicotiniques. Et donc il faut éviter le tabagisme passif, c'est ce qu'on a dit juste là avec le compagnon qui fume. Voilà, le tabagisme du compagnon est également nocif, c'est ça le tabagisme passif. Donc ensuite pour l'alcool, donc on va voir que c'est très très différent du tabac parce qu'à l'alcool on va avoir une tolérance zéro. Donc il ne faut vraiment pas que la femme enceinte boive pendant ces 9 mois de grossesse parce que là ça va être très dangereux pour l'enfant. Donc il va avoir un risque d'accouchement prématuré, des troubles psychiques et du comportement à long terme. Et donc ce qu'on va retrouver majoritairement lorsque la femme va boire pendant sa grossesse, ça va être le syndrome de l'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire la malformation de la tête, de la botte crânienne, de l'encéphale et des anomalies au niveau de son système nerveux central. Donc l'enfant va malheureusement avoir des déficits intellectuels, des troubles de l'apprentissage et de la mémoire. Donc ça en fait ça va être la première cause de retard mental non génétique. Non génétique parce qu'en fait ça ne va pas se transmettre. C'est parce que la mère va boire pendant l'accouchement qu'il va avoir cette maladie. Donc le sevrage total est recommandé au début de grossesse et même avant la conception. Donc là on peut voir l'exemple d'un enfant qui va être atteint du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Donc il va avoir donc, des fissures palpébrales courtes. Il va avoir aussi un nez court, une base du nez basse. Bref, donc ça va être toutes ces caractéristiques qui va montrer que l'enfant est atteint de syndrome d'alcool fœtal. Donc ensuite, on va voir les stupéfiants, donc par exemple le cannabis, la marijuana, l'héroïne, l'LSD, l'amphétamine et l'ecstasy. Donc usage souvent associé avec la précarité, c'est-à-dire lorsque donc, les femmes vont être dans des conditions socio-économiques,
défavorables, elles vont avoir une mauvaise hygiène de vie, donc souvent elles vont avoir recours donc à ces stupéfiants. Ensuite, on va avoir des femmes enceintes qui vont avoir recours à des injections pour pouvoir se droguer. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir d'autres contaminations qui vont rentrer en jeu, notamment la contamination au VIH, à l'hépatite B et à l'hépatite C. Donc ensuite, ces nourrissons, ils vont être pour la plupart du temps atteints du syndrome de sevrage néonatal. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé, tout au long de la grossesse, donc il va être dans le ventre de sa mère et il va s'habituer à ces drogues qu'il va recevoir donc, pendant plusieurs mois. Le problème, c'est que dès que la femme va accoucher, donc après la naissance du bébé, il va être toujours indépendant à ces drogues, mais il va plus avoir accès. Donc il va manifester des symptômes de sevrage. Et pour pouvoir donc guérir ces nourrissons, il va parfois donc falloir recourir à des médicaments pour pouvoir les traiter et donc apaiser leur sevrage qui va être sévère. Ensuite, il faut limiter la consommation de thé et de café. Donc pour le café, on demande aux femmes enceintes de ne pas prendre plus de 300 mg de caféine par jour, ce qui correspond à 3 tasses de café. Ensuite, donc pour le thé, il ne faut pas le prendre car il va limiter l'absorption du fer. Ensuite, pour les produits cosmétiques, donc les produits de beauté, il va être donc déconseillé aux femmes enceintes pendant toute la durée de la grossesse de mettre donc du vernis à ongles ou de décorer leurs cheveux avec des solvants et des colorants. Aussi de prendre des crèmes qui vont être des dérivés de la vitamine A. Donc, au lieu de faire cela, il faut privilégier des produits de beauté donc sans sulfate, sans parabènes et sans mucus synthétique, qui vont être des sources d'allergie. Donc ensuite, il va aussi avoir une hygiène vestimentaire à respecter, une hygiène corporelle. Pour l'hygiène corporelle, ce qu'il faut retenir, c'est que la femme enceinte doit privilégier les douches au lieu des bains. Donc ensuite, par rapport à l'activité, donc elle doit se coucher tôt pour dormir pour deux cette fois-ci, en décubitus latéral gauche, c'est-à-dire qu'en fait, donc sur le côté gauche, qui va être beaucoup plus confortable, parce que l'utérus va venir comprimer la veine cave, ça c'est pas marqué, va venir comprimer la veine cave inférieure, donc si on met la femme au niveau du côté gauche, l'utérus va aller de l'autre côté et va moins comprimer la veine cave. Donc la femme enceinte doit, comme on a dit tout à l'heure, maintenir une activité physique adaptée, donc elle ne doit pas être sédentaire. Donc, selon son activité professionnelle, elle va continuer de travailler ou pas. Cela tout dépend donc, du risque lié à sa grossesse. Donc, si elle a une grossesse à risque. Et encore, ça va dépendre aussi de son métier. Si par exemple, elle a un métier très fatigant, même si sa grossesse n'est pas à risque, elle ne pourra pas donc, exercer son métier. Donc, ensuite, on va avoir le congé maternité et le congé paternité. Donc, le congé maternité va dépendre de plusieurs facteurs, notamment si la femme est enceinte d'un ou plusieurs enfants. Donc ça va être différent si elle attend un enfant, si elle va attendre des jumeaux ou si elle va attendre des triplés ou plus. Et ça va être aussi différent si elle a déjà deux enfants à sa charge ou si elle a moins de deux enfants à sa charge. Donc si elle a moins de deux enfants à sa charge, elle va avoir 16 semaines de congé. Si elle a deux enfants ou plus, elle en aura 26. Pareil là, si elle a des jumeaux, si elle attend des jumeaux, elle va avoir 34 semaines de congé. Et si elle a des triplés ou plus, elle va avoir 46 semaines de congé. Et on va avoir aussi le congé donc paternité qui est à prendre dans les 6 mois suivant l'accouchement, donc pas avant l'accouchement. Alors que la mère, là on le voit, elle va avoir une période prénatale, donc avant l'accouchement et après l'accouchement. Alors que le père, c'est uniquement après l'accouchement. Donc, il va être de 28 jours pour des naissances simples et de 32 jours en cas de naissance multiple. Donc, des jumeaux ou des triplés. Ensuite, par rapport au voyage, donc la femme enceinte doit éviter les voyages longs, les voyages en deux roues. Euh, Par contre, les trains et les bateaux sont autorisés. À partir du 8e mois, elle ne peut plus voyager en avion. Et elle doit éviter donc, les sorties nocturnes et les foules pour éviter qu'elle se fasse contaminer.